Bonjour à tous et à toutes ceux qui sont derrière l'autre côté de mon écran. Alors je les vois pas beaucoup en regardant au-dessus de mon écran, mais je les vois bien. Je suis Loïc Gauthier, donc patron d'une entreprise qui fait des digicodes et donc aussi vice-président du délégué au mandat du MEDEF 77. Aujourd'hui, vous savez que j'ai envie de vous saluer vraiment en vous disant longue vie et prospérité, comme le disait notre ami Spock. Je voulais dire ça simplement parce qu'en fait, il y a les deux pendants, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que nous soyons en santé et que nous restions tous en santé, mais il faut aussi que tous nous soyons dans la prospérité, c'est-à-dire que notre pays redémarre. Vous savez depuis peu de temps que toute l'Île-de-France est passée en zone verte. Alors bon, nous sommes un peu en Seine-et-Marne, donc le vert on connaît un petit peu mieux que dans d'autres endroits. Et donc, ça veut aussi dire que tous les signaux passent au vert. Alors, si tous les signaux passent au vert d'un point de vue de la santé, il faut aussi qu'on repense un petit peu à la prospérité. Donc, ceci dit, comme toujours, les choses reprennent et nos interrogations reprennent, notamment sur le plan juridique. Le plan juridique, c'est toujours vécu comme peut-être de l'insécurité, mais ça peut être aussi des moyens intéressants pour pouvoir préparer l'avenir. Donc, à ce propos, et c'est pourquoi les MEDEF d'Île-de-France et les MEDEF territoriaux, que ce soit Paris, les Hauts-de-Seine, Yvelines, l'Essonne et l'Est parisien pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne, donc dont je suis un des représentants, ont conçu ce webinaire qu'on a voulu de manière un peu large introduire décryptage de l'actualité juridique. Nous ne sommes pas concentrés sur un sujet particulier où nous allons désosser jusque le moindre des ligaments. Là, il s'agit vraiment de reprendre après toute cette période particulière l'actualité juridique. Donc, on va avoir aujourd'hui deux objectifs. L'objectif premier, c'est d'informer les chefs d'entreprise sur le nouveau régime de l'activité partielle et des modalités de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, là, on a une activité partielle, mais voici comment tout ça va être contrôlé, comment ça va s'articuler. Tout ça, ça nous intéresse. Et puis aussi, dans un deuxième temps, décrypter la responsabilité pénale de l'employeur. Alors, pourquoi maintenant? Tout le monde sait que la responsabilité pénale, ça s'exerce tout le temps. Mais pour l'instant, avec la prolongation de la loi, je voudrais qu'on ait un peu plus de précision sur la façon de fonctionner et la façon de comprendre s'il y a des articulations particulières pour ça. Alors, à cette fin, nous avons donc mobilisé deux cabinets. Donc, le cabinet Fidal avec Caroline. Alors, ça va être facile à retenir. Je vois, puisqu'il y a deux Caroline. C'est toujours plus facile quand le nom est le même, et surtout pour celui qui anime le propos. Donc, Caroline Dio, qui est avocate, directeur de mission au sein du pôle gouvernance des entreprises et prévention des risques pénaux et éthiques. Donc, c'est du cabinet Fidal. Assisté, et ils vont travailler probablement pendant ce webinar à quatre mains. Alors, moi, j'ai une référence un peu musicale, excusez-moi. Donc, il faut travailler à deux, mais à quatre mains. Donc, et on les verra pas, les mains en général. Donc, ce sera plutôt à deux bouches. Donc, Caroline Ferté également, avocate dans le même cabinet, directeur associé du département droit social, responsable du pôle santé et sécurité au travail, au cabinet Fidal. Et dans un deuxième temps, nous allons, je vous l'ai dit, aborder le sujet de la responsabilité. Dans un premier temps, nous allons aborder l'activité partielle, donc avec Joël Granger. Joël Granger, qui est avocat associé au cabinet Flichy Granger Avocat et spécialisé dans le droit du travail. Alors, il m'a demandé de dire que c'est un très beau cabinet, je vais le dire, et je vais aussi dire que les autres cabinets sont aussi de très beaux cabinets, parce qu'on est tous d'accord. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ce que je vais faire, donc, dans un premier temps, c'est là, on va tout de suite passer au vif du sujet. Vous savez très bien que je pense que j'ai des choses à dire quand même d'un point de vue MEDEF et MEDEF 77, parce que très clairement, le MEDEF a beaucoup insisté sur l'activité partielle. Elle a notamment beaucoup travaillé pour que celle-ci soit prolongée le plus longtemps possible pour les situations particulières. Bon, évidemment, tout ne s'applique pas de la même façon en fonction des branches et il s'agit quand même de faire la part du feu. L'idée non plus n'est pas de pas retourner au travail, puisque tout le monde doit retourner au travail. C'est vraiment, non, on en a besoin, c'est une nécessité nationale. C'est dans l'intérêt supérieur des entreprises. Donc ça, c'est
complètement évident, mais l'activité partielle, on veut quand même que les choses soient claires. Alors, pour ce faire, je vais tout de suite interroger donc Joël Granger. Moi, ce que j'ai compris en lisant les choses, ça évolue beaucoup puisqu'il y a des lois qui viennent d'être votées, donc en plus les choses évoluent beaucoup. Joël, je pense que vous allez nous parler de plusieurs choses. J'aimerais bien comprendre, moi, le nouveau régime qui est applicable à partir du 1er juin. Alors, on est limité parce que tous les arrêtés sont pas là, mais il faudrait quand même que vous alliez un petit peu plus loin et que vous donniez quelques certitudes à nos chefs d'entreprise qui en ont besoin. Et puis aussi regarder un petit peu ce que l'avenir nous prépare, peut-être nous donner une vision après de l'avenir. Est-ce qu'elle nous prépare des choses plus compliquées, moins compliquées, voilà, nous dire et peut-être nous donner, faire des options de stratégie pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, à savoir comment faut-il se préparer. Voilà, pour passer d'une zone qui a été finalement une zone d'urgence à une zone plus d'accompagnement. Voilà, Joël, je vous laisse officier dans ce domaine-là. Et bon, alors l'activité partielle au 1er juin, c'est quoi? Bon, alors effectivement, je vous remercie de me donner la parole. Je vous confirme que nous sommes un très beau cabinet d'avocats, mais c'est vrai que vous m'aviez demandé de le décrire en 2 mots, donc c'est les 2 mots que j'avais trouvés. Mais bien sûr, il y a d'autres très beaux cabinets d'avocats, et notamment le cabinet Fidal, avec qui nous co-animons ce séminaire. Alors, effectivement, je crois que tout le monde a bien en tête comment a fonctionné le régime d'activité partielle jusqu'au 1er juin. C'était un dispositif assez généreux. Grosso modo, le salarié touchait 70% de sa rémunération brute, soit à peu près 85% de sa rémunération nette. Mais à compter du 1er juin, les règles sont un petit peu modifiées. Et là, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est vrai que je vais vous présenter ce que disent les projets de décrets et d'ordonnances plus que ce que disent les textes en vigueur, puisque ces textes ne sont pas encore, à ma connaissance, adoptés. J'ai vérifié le journal officiel ce matin et le nouveau dispositif n'est pas encore mis en place. Et vous avez raison de souligner également qu'en revanche, il y a une loi qui est passée pour mettre en place un nouveau dispositif d'activité partielle, mais qui sera un dispositif différent, et ce sont les 2 choses que je vais aborder maintenant. Donc, l'activité partielle à compter du 1er juin, c'est le même dispositif qu'auparavant, sauf que l'entreprise, au lieu d'être remboursée de la totalité de l'indemnisation qui est versée aux salariés dans la limite de 4,5 SMIC, va être remboursée qu'à hauteur de 60%. Donc, il y aura un reste à charge de 10% pour l'entreprise lorsque la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC. En revanche, pour tenir compte de la situation particulière de certains secteurs d'activité, il y a certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, qui vont encore bénéficier de l'indemnisation à hauteur de 70%, mais de manière générale, je dirais, l'économie globale du dispositif ne va pas changer. Il est aussi prévu que dans certains secteurs qui figureront sur une liste, lorsque les entreprises ont subi une diminution du chiffre d'affaires de plus de 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, eh bien, ils bénéficieront aussi du même régime à 70% et non pas du nouveau régime général à hauteur de 60%. Ce qui est important de souligner, ce sont aussi les dispositions de la loi du 18 juin 2020, c'est-à-dire de la loi d'hier, et qui consiste à mettre en place, en parallèle du dispositif d'urgence tel que vous l'avez décrit, un régime à un peu plus long terme qui s'intitule « Activité réduite pour le maintien de l'emploi ». L'idée, c'est de dire, il y a des entreprises qui ont immédiatement subi le choc et qui bénéficient du régime de droit commun de l'activité partielle avec le plus souvent une activité totale réduite. Là, l'idée est de dire il faut accompagner les entreprises pour qu'elles évitent de procéder à des licenciements économiques collectifs à la rentrée. Et donc, c'est un dispositif qui dit, bon, ben, peut-être que le niveau d'activité
sera un peu inférieur à ce qui est prévu, ce qui était le cas auparavant, et par conséquent, on va mettre un dispositif à plus long terme, mais qui va obéir à des règles différentes, parce que celui-là, il devra être mis en place au sein de l'entreprise nécessairement par accord d'entreprise et éventuellement de façon unilatérale, mais lorsqu'il y aura un accord de branche qui sera mis en place dans le secteur d'activité. Peut-être juste une... Oui, je voulais juste vous dire une chose. À ce moment-là, on sait que, à l'instar de ce qui s'est pratiqué, on a fait beaucoup de propositions. Le Medef régional a fait beaucoup de propositions dans ce domaine, et que notamment, la métallurgie a fait beaucoup de propositions pour aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire que garantir l'emploi justement, parce que là, c'est vraiment une des préoccupations importantes de ce dispositif. Alors, j'allais y venir. Effectivement, la contrepartie de ce nouveau dispositif, qui devra donc être conclu par un accord d'entreprise ou faire l'objet d'un document unilatéral, mais si le secteur d'activité le prévoit, c'est qu'il y a un engagement de maintien de l'emploi. Donc, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que l'État est en train de dire on est prêt à vous aider, on est prêt à vous aider à ce que vous conserviez vos salariés en compensant les coûts liés à une réduction de la charge d'activité, mais en revanche, vous devez vous engager à ne pas licencier. Et là, pour la mise en place de ce dispositif, le gouvernement, c'est l'article 53 de la loi d'hier, du 18 juin 2020, le gouvernement met en place un dispositif qu'on connaît bien pour les accords sur les plans de sauvegarde de l'emploi ou les accords de rupture conventionnelle collective, qui consiste à mettre un dispositif d'homologation ou de validation de l'accord collectif qui sera signé par l'entreprise pour s'assurer que les conditions prévues par la loi sont bien respectées, ou en cas de document unilatéral, homologation par l'administration dans le délai de 3 semaines. Donc vous voyez, on est sur un dispositif, on sent bien qu'on est là pour éviter le licenciement économique collectif et on organise les choses un peu à la manière dont c'est envisagé dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi. Et vous avez raison, c'est important que ce dispositif, on le connaisse assez rapidement parce qu'un certain nombre d'entreprises sont en train d'envisager des plans de licenciement économique collectif. Et l'idée, c'est que cet outil l'évite. Alors, d'après les informations que j'ai prises pas plus tard que hier soir, on m'a dit que l'objectif serait que ce dispositif soit plus précisément arrêté et que le décret soit mis en place début juillet, de sorte que les entreprises sachent à quoi s'en tenir. Voilà ce que je peux dire en termes... Oui, je disais que il y a des questions qui parviennent donc là dans le webinaire qui sont déjà un peu centrées sur ce que vous venez de dire, donc notamment sur la prise en charge du SMIC. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est plus, c'est moins? Enfin voilà. Est-ce que les salariés, mon potage salarial, la prise en charge de 15% est applicable depuis le 1er juin? Il y a des questions de ce type-là qui se posent. Alors je sais qu'on va y remplir au cours de ce webinaire, mais je voulais vous les signaler. D'accord. Bon, ben, je peux déjà y répondre parce que là, je pensais passer après au dispositif d'activité partielle, au dispositif de contrôle. Je pense que l'idée est toujours de laisser le minimum au SMIC, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'indemnisation du salarié ne soit pas tellement changée, c'est-à-dire qu'il soit toujours couvert sur l'intégralité du SMIC. Après, effectivement, les conditions du reste à charge par l'entreprise, je pense que ça, c'est des questions qui font l'objet encore d'arbitrage et qui ne sont pas encore arrêtées. Bien. Très bien. Voilà. Donc alors, on retient quand même deux choses. C'est déjà, il y a deux régimes. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir de votre intervention. Et donc, les régimes, il va falloir les appliquer différemment. Donc, c'est complètement clair. Exactement. Exactement. Il y a le dispositif qui existe et qui est un petit peu aménagé avec un reste à charge pour l'entreprise qui est un peu supérieur. Et puis, il y a ce nouveau dispositif qui n'est pas encore en place, puisqu'il est subordonné à l'entrée en vigueur de décrets d'application.
Mais l'idée, c'est quand même, je crois, qu'en septembre, les choses soient clairement arrêtées. Très bien, très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que, alors, est-ce qu'on est déjà en train de parler de futur ou de choses, de changements futurs ou pas? Oh, écoutez, là, oui, c'est ce que j'ai évoqué, hein, parce que pour l'instant, le seul régime qui existe et encore qui est incertain, puisque les décrets d'application ne sont pas sortis, c'est le dispositif qui existe depuis la fin mars. Le dispositif ARM, tel qu'il est intitulé, activité réduite pour le maintien de l'emploi, c'est du futur, mais enfin, c'est du futur proche. D'accord. Donc, alors après, bon, alors évidemment, j'ai toujours un peu un réflexe de chef d'entreprise, c'est clair, c'est-à-dire voilà, il y a un dispositif et vous avez déjà parlé d'éléments de contrôle. Alors bon, est-ce que comment ça va Ah, se passer en fait ces contrôles? Parce que bon, ça fait toujours un peu peur. Ça, l'idée c'est pas de faire peur à personne, mais d'être un peu préparé quand même. non, je pense que l'idée, elle est pas de faire peur, hein. Le gouvernement insiste là-dessus. Le gouvernement insiste sur deux choses, et me semble-t-il à juste titre. Euh, le dispositif de financement qui a été mis en place est un dispositif massif. Il se justifiait naturellement par les circonstances. Après, l'idée, elle est quand même pas de dilapider les fonds publics de façon inconsidérée. Et par conséquent, il est logique, face à un dispositif qui a été mis en place dans l'urgence, qui a été octroyé dans l'urgence, il est logique que malgré tout, un dispositif de contrôle des abus soit mis en place. Et Bien sûr. là-dessus, l'administration est très claire. Elle dit, moi, j'ai dans ces contrôles, parce qu'elle a dit qu'elle allait mettre quand même les moyens, hein, ils ont recruté du personnel pour mettre en place ces contrôles. L'idée, c'est, euh, effectuer des contrôles sur des suspicions de fraude. Et là, naturellement, on pourra aller plus loin. Et je pense que mes confrères après du cabinet FIDAL Je pense qu'on va en le parler après, développeront. oui. Voilà. Bon. Mais il y a aussi toute l'étape de régularisation. Bon. Et donc, c'est pour ça que il va y avoir en fait deux types de contrôles. Les premiers contrôles qui sont effectués par l'agence de services et de paiement, qui sont des contrôles que je qualifierais sur pièce, c'est-à-dire sur la base des informations dont dispose l'administration, la demande d'activité partielle, l'avis du comité social et économique, la motivation de la demande d'activité partielle, la déclaration nominative et un certain nombre de recoupements entre la déclaration sociale nominative, la demande d'activité partielle, la demande d'indemnisation, va peut-être conduire les agents de services et de paiement à estimer qu'il y a des suspicions de fraude. Et dans ce cas-là, c'est c'est le corps de l'inspection du travail qui va prendre le relais et qui va effectuer des contrôles sur place. Alors, il faut avoir conscience que effectivement l'inspecteur du travail a des pouvoirs d'enquête assez élevés et va effectivement demander un certain nombre euh, d'informations, de documents, de justifications. Là-dessus, l'inspecteur du travail, comme je le disais, en particulier en cas de suspicion de fraude, a des pouvoirs extrêmement importants d'enquête, sachant que, j'ai oublié de le dire, parce que ça rejoint un petit peu ce que nous évoquions avant ce séminaire, sachant que l'administration va commencer par diriger un peu ses contrôles. Et elle a déjà dit quels étaient ses premiers critères de contrôle. Le premier critère, ça va être les demandes d'indemnisation où il y a des salariés qui ont des niveaux de salaire élevés. Pourquoi cela? Parce que le plus souvent, ça correspond à des cadres et que l'administration se dit, les cadres, beaucoup ont pu travailler en télétravail, ont-ils été vraiment en activité partielle? Ça va concerner aussi un certain nombre de secteurs d'activité pour lesquels il y a eu des informations qui sont remontées au gouvernement sur certains secteurs d'activité qui
sont particulièrement exposés à la fraude et on pense tout de suite notamment au secteur des travaux publics et un certain nombre d'activités de services où le gouvernement a l'impression que les activités de service, elles ont pu exactement continuer Bien sûr, oui. à On poursuivre leur imagine bien que activité. tout va être centré, qu'il y aura effectivement des instructions particulières qui sont faites avec une stratégie Voilà. de contrôle qu'on peut imaginer, c'est clair. Moi, j'avais deux questions Exactement. en plus qui est Excusez-moi, plus je voulais juste terminer mon propos en disant, il y a aussi, parce que je pense que c'est important pour les adhérents d'avoir ça en tête, l'administration du travail n'a pas caché qu'elle prendrait en compte les, entre guillemets, délations qui seraient faites de la part de salariés ou de représentants du personnel. Donc là, c'est d'ailleurs assez rare que l'administration affiche aussi clairement qu'elle va travailler sur des délations, mais il faut quand même avoir ça en tête. Voilà. oui, Excusez-moi d'avoir non, voulu. non, c'est très bien. C'est très bien, mais en fait, on s'imaginait bien que de toute façon, il y aurait des délations parce que c'est une pratique courante. La seule nouveauté, c'est que ils se sentent libres de le dire. Voilà, ça c'est clair, Voilà. c'est important. Exactement. Bah, j'ai peut-être une question plus particulière qui vient donc des questions qui sont en train de défiler là. Pour les salariés en portage salarial, la prise en charge de 15% applicable depuis le 1er juin, peut-elle être prélevée sur leur compte d'activité ou faut-il que l'employeur supporte lui-même ce coût? Ça, c'était une question qui m'a été posée. Et faut-il un accord d'entreprise pour les entreprises de moins de 10 salariés pour le travail partiel? Alors, non, il n'y a pas besoin nécessairement d'accord d'entreprise pour les entreprises qui n'ont pas d'organisation syndicale, comme je vous l'ai indiqué, et je pense que la question se référait au nouveau dispositif qui va être mis en place pour l'activité réduite. Il ne va pas y avoir besoin d'accord d'entreprise nécessairement, puisque ça pourra être mis en place par document unilatéral, mais que si le secteur d'activité a conclu un accord de branche. C'est pour ça que c'est très important que les branches se mobilisent, comme le fait les industries métallurgiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour que, à la rentrée, effectivement, un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel et qui n'ont pas d'organisation syndicale représentative puissent effectivement bénéficier du dispositif. Sauf à avoir recourir, mais pour l'instant, ce n'est pas précisé par la loi, ni par le décret, sauf à recourir au nouveau mode de conclusion des accords collectifs par voie de référendum dans les petites entreprises. Avant d'arriver au contrôle, le motif d'activité partielle pour garde d'enfants de moins de 16 ans, j'ai une pression très précise. S'arrêtera-t-elle le 22 juin avec la réouverture des écoles? Alors, je crois que c'était ce qui était prévu. Après, j'imagine que c'est quelque chose qui va évoluer parce que on entend un peu partout que les enfants ne sont pas acceptés. Moi, je vois au sein de mon propre cabinet un certain nombre de parents, de jeunes parents qui me disent je ne peux pas revenir parce que en réalité l'école est ouverte à compter du 22 juin, mais les instituteurs ne sont pas là, donc on m'a déjà informé que je ne pourrais pas revenir à l'école. Donc je crois que l'idée, c'était qu'effectivement le dispositif de garde d'enfants cesse à compter de la réouverture des écoles, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va être maintenu compte tenu de la situation à laquelle tous les jeunes parents sont confrontés. Et donc, est-ce qu'on a une réponse pour le portage salarial ou faut-il attendre un peu qu'on soit plus informé sur le portage salarial, la prise en charge de 15%? Alors écoutez, moi j'essaie d'être rigoureux dans mes réponses et quand je ne connais pas la réponse immédiatement, je préfère vous dire normal. Je veux bien répondre, je veux bien répondre par écrit et si on m'envoie la question et je répondrai très volontiers, mais je préfère ne pas raconter une bêtise plutôt que d'improviser. Je vous prie de m'en excuser. On est tout à fait. Non, non, c'est pas une excuse, c'est tout à fait bien. C'est comme ça qu'on préfère au MEDEF. Les choses sont directes. Quand il faut un peu de réflexion, il vaut mieux la prendre. Donc voilà. Alors, vous avez parlé de contrôle, évidemment. Alors, je vais continuer sur les questions de contrôle. Comment ça va se passer? Alors moi, ce que je dirais, c'est plus précisé. Les inspecteurs des inspecteurs, le droit, c'est quoi le droit? Quel va être le droit de contrôle de ces inspecteurs-là? Parce que vous dites qu'ils sont assez vastes. Ah oui, bah, ils sont très vastes. Et comment vastes, on peut s'y préparer, évidemment, hein? Et alors, comment peut-on s'y préparer? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est d'autant plus important que vous savez que
l'obstacle à un contrôle de l'inspection du travail constitue une infraction pénale, donc il faut être vigilant. En réalité, ils ont accès à quasiment l'intégralité de la documentation de l'entreprise. Et donc, ils vont évidemment vous demander probablement les contrats de travail, mais ils vont également vous demander de justifier que vos salariés étaient bien en activité partielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé. Et donc, ils vont demander comment est organisé le contrôle du temps de travail. Pour ceux qui étaient à distance, comment vous avez vérifié qu'ils respectaient leurs horaires de travail? Est-ce que vous avez coupé les connexions? Est-ce que vous êtes capable de me communiquer les connexions à distance des ordinateurs pour pouvoir vérifier les horaires de tel et tel ordinateur avec la correspondance des salariés? Je me permets de dire ça parce que c'est déjà le cas, ils le font. Hein, donc, je crois, c'est qu'après, il faut se préparer à ce contrôle et précisément faire un peu un inventaire. Et pour moi, il y a deux types de sujets. Il y a la vérification de mes calculs. Est-ce que je me suis bien conformé dans mes demandes d'indemnisation aux règles qui, il faut bien le reconnaître, ont été posées au fur et à mesure de la crise Covid? Je pense notamment aux modalités de calcul des rémunérations variables dans l'activité partielle. C'est sûr qu'on a connu le mode de calcul de la demande d'indemnisation vers la mi-avril, alors qu'on avait déjà fait un premier mois de demande d'indemnisation. Donc sur toutes ces choses-là, ça c'est des questions de calcul. Et puis il y a une deuxième chose à laquelle il faut se préparer, c'est comment je vais justifier que mes salariés, effectivement, ne travaillaient pas. Alors, quand on a fermé son établissement, c'est assez facile. Le problème se pose plus pour ceux qui travaillaient à distance. Et là, je pense que c'est de bonne pratique que de vérifier un peu justement cette question des connexions à distance. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a un trop gros décalage, si par exemple on a déclaré quelqu'un à 50% en activité partielle et que je m'aperçois finalement qu'en réalité il a travaillé toute la journée, je pense qu'il est prudent de faire une demande de régularisation. Je ne vous cache pas que nous, on a mis en place une équipe, je me permets d'insister parce que si vous voulez, la différence entre la régularisation et la pénalité en cas de fraude, elle est considérable. Donc, ça vaut le coup de faire une vérification. D'ailleurs, nous lançons une équipe, entre guillemets, d'avocats contrôleurs pour que les clients fassent éventuellement des régularisations plutôt que de se retrouver avec des risques de pénalités, avec des risques de sanctions pénales très élevés, parce qu'on peut aller jusqu'au délit de travail dissimulé. Et ça me paraît être une excellente transition avec le deuxième sujet que vous avez l'intention d'évoquer dans ce webinaire. Tout à fait. Alors, juste une petite note, parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a aussi des gens qui ont continué à travailler tout le temps, qui n'ont pas fait de chômage technique. Donc, il faudrait leur dire aussi que ces gens-là, ils risquent du fait un petit peu moins d'être poursuivis pour fraude d'activité. Donc, il faudrait leur faire signe parce qu'ils sont pas complètement ils sont pas nombreux, mais il faut quand même les saluer parce que c'est quelque part un peu héroïque. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Effectivement, vous avez parfaitement donné la transition. Là, vous avez parlé de fraude d'activité. Alors, on arrive maintenant sur les questions que je vais poser aux deux Carolines présentes. Rebonjour. Voilà. Et la première question, elle est plutôt une question de clarification, c'est-à-dire, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, là, on est un peu confus, et on est déjà confus avant la crise, mais on peut l'être encore plus pendant la crise. Il y a deux questions qui émergent tout de suite pour moi, c'est civil, pénal, c'est deux flancs d'une même chose, peut-être répéter un petit peu tout ça, et puis peut-être, est-ce que finalement on vit dans des lois spéciales ou est-ce qu'on vit dans des lois normales qu'on aurait toujours dû suivre? Je vous laisse répondre. Alors, sur la question des infractions, pour rebondir sur le propos final de notre confrère, effectivement, l'activité partielle, si elle n'a pas été mise en place selon les principes prévus, pourrait exposer à un risque de fraude assimilable à du travail illégal avec des sanctions lourdes, outre
le remboursement des sommes indûment perçues, des sanctions pénales telles que le délit de travail dissimulé, puisque les heures chômées ne devaient pas être travaillées, évidemment. Ce délit expose à une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 € multipliée par 5 si la responsabilité de la personne morale est retenue, mais également des sanctions accessoires qui sont très pénalisantes pour les entreprises, comme l'interdiction automatique de soumissionner sur les marchés publics pendant 5 ans, et également aussi un risque de pénalité sur les obtentions frauduleuses d'aides publiques punies par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc ça, c'est le volet fraude à l'activité partielle, mais on a aussi des sanctions pénales dans le Code du travail, notamment pour des manquements aux règles de sécurité et d'hygiène, qui exposent à des amendes de 10 000 €, d'autant plus lourdes que c'est par le nombre de salariés concernés, donc ça peut chiffrer de façon importante. Et puis, des infractions aussi qui sont cette fois-ci dans le Code pénal, avec la mise en danger délibérée d'autrui, dont on a beaucoup parlé, les atteintes involontaires à la vie. Et là, je laisse Caroline, notre pénaliste, prendre la suite. Caroline? Alors, oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Finalement, c'est des textes assez classiques qui peuvent s'appliquer. On a beaucoup vu, en plus, la matière pénale, c'est un peu une arme de communication massive. On a vu ces plaintes de la CGT sur des dossiers de mise en danger de la vie d'autrui. Il y a une fascination des médias, une grosse communication qui peut aussi entacher la réputation des employeurs. Donc, il faut vraiment prévenir ce risque. Et en même temps, force est de constater qu'on avait des infractions assez classiques, c'est-à-dire la mise en danger de la vie d'autrui, des questions autour des blessures ou de l'homicide involontaire, et ces pures infractions au Code du travail qui s'appliquaient, avec des sanctions quand même assez lourdes, et qui en même temps font peur. Hein. On est toujours entre la terreur de l'entrepreneur ou de l'élu local, puisqu'on a eu un grand débat aussi pendant cette période, et puis une fascination des médias très très forte. Alors du coup, on ne sait plus très bien finalement quand est-ce que la responsabilité pénale d'une entreprise ou d'un dirigeant peut être engagée. Et puis, il y a aussi souvent une confusion, comme vous disiez, Loïc, entre quand est-ce qu'on est sur une faute civile, quand est-ce qu'on est sur une faute pénale. On parle de peine d'emprisonnement, de responsabilité pénale, on parle de faute inexcusable. Il y a des procédures qui sont parallèles. Très franchement, il y a des employeurs, on ne sait plus comment bien s'y retrouver. Donc, la matière pénale, on va vraiment être sur l'infraction qui a été commise, en gros, le trouble à l'ordre public. On risque une peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on a donné suffisamment d'équipements de protection individuelle à ses salariés? Est-ce qu'on les a suffisamment informés et formés sur les protocoles de sécurité? Est-ce qu'on a suffisamment bien évalué les risques aussi? Il y a eu toute cette problématique d'évaluation des risques, de nécessité d'associer les institutions représentatives du personnel. On l'a vu à travers le cas Amazon et la décision de la Cour d'appel de Versailles. Donc là, il y avait des éléments pénals. Et puis, en même temps, il y a la question de la faute inexcusable, alors qu'il faut séparer. En gros, il y a quand est-ce qu'on risque une peine de prison et quand est-ce qu'on traite de la question de l'indemnisation du salarié. Là, on est sur la question de la faute inexcusable et de l'augmentation des cotisations pour l'employeur derrière. On est vraiment sur 2 régimes différents, mais qui, en pratique, si on veut être assez précis, finalement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, la procédure pénale se déroule et à l'issue de la procédure pénale, quelle qu'ait été cette issue, on a la procédure en faute inexcusable parce que souvent, les moyens de preuve étant assez différents, au pénal, vous avez la police qui peut venir faire des perquisitions, vous avez les travaux de l'inspecteur du travail qui sont versés au dossier, vous avez un débat, il y a finalement beaucoup plus de preuves faciles à la fois pour l'administration et pour les employeurs, et le juge de la faute inexcusable attend régulièrement que la procédure pénale soit terminée pour statuer sur la question de la faute inexcusable, où le débat est un petit peu différent. Alors voilà, qui peut être responsable? Alors oui, ça c'est un point extrêmement important. Merci d'avoir précisé ça parce qu'on voit bien, donc là, on a bien compris, la faute inexcusable elle est toujours postérieure à, on va dire, à une procédure pénale. Ça c'est toujours ou c'est vraiment toujours quoi. Bon. En pratique, oui. D'accord. Donc, quelle que soit la nature de l'infraction, quelles sont les conditions d'engagement de la responsabilité de l'employeur? Parce que peut-être refaire un petit point là-dessus.
Oui, bien sûr. Il y a deux cas. D'abord, c'est qui peut être responsable. Il y a évidemment l'entreprise en tant qu'employeur, mais en matière de responsabilité pénale, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une responsabilité personnelle des dirigeants, des représentants légaux, ou des délégataires de pouvoir qui vont être sur le terrain, le chef d'établissement qui va par exemple organiser toutes les mesures de prévention et de sécurité. Donc on a deux pendants. Alors, ce qui compte, on parlait tout à l'heure de travail dissimulé, c'est on va y chercher est-ce qu'il y avait une intention de commettre cette infraction. Donc on va regarder le comportement des collaborateurs, du dirigeant ou des managers qui avaient une délégation de pouvoir. Avait-il l'intention véritablement de commettre cette infraction? C'est pour ça que ce que disait notre confrère Joël Granger tout à l'heure est vraiment important sur la question de la régularisation. C'est que effectivement, si on identifie une problématique, pour démontrer un peu sa bonne foi en cas de poursuite pénale, il faut être en mesure de montrer que, ben voilà, on a pu se tromper, mais on a régularisé la situation, pris des mesures, fait attention avec ses équipes, contrôlé, essayé de au moins aller jusqu'au bout, de bien faire les choses. Ça, au moins, ça protégera la responsabilité personnelle des dirigeants. Après, comment est-ce que le juge pénal va vraiment essayer de regarder tout ça? Et peut-être que le sujet est beaucoup plus sur les infractions qu'on appelle non intentionnelles, le salarié qui aurait contracté la maladie, qui tombe très malade du Covid, qui meurt du Covid. Comment est-ce que la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée? D'abord, il va falloir démontrer qu'il y a une faute de l'employeur qui peut être soit une négligence, un simple manquement, une imprudence, soit vraiment un manquement délibéré à une règle posée par le Code du travail ou par une autre loi. En tout cas, ce qu'on demande, c'est un manquement à une loi ou à un règlement. Donc là, premier élément d'information aussi, les protocoles de déconfinement, les guides pratiques publiés, le simple manquement à ce guide n'est pas en soi de manière automatique une faute qui expose à la responsabilité pénale. Il faut vraiment regarder beaucoup plus précisément ce qu'a mis en place l'employeur. Et le juge va regarder, est-ce que vraiment cette personne a pris les diligences normales compte tenu de sa mission, de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait. On a avancé un peu aveugle aussi dans cette crise, entre le début du confinement et aujourd'hui. On n'a pas du tout les mêmes informations scientifiques, on n'a pas les mêmes outils, on ne savait pas comment cette maladie était véritablement transmise. Voilà, donc à chaque fois, le juge pénal, lui, doit tenir compte de ce que savait l'employeur au moment où il a agi, au moment où il a pris ses mesures, quelles dispositions il avait au regard de ses compétences, de ses fonctions et des moyens. Et ce qui est difficile, je pense, si je peux vous interrompre une seconde, ce qui est difficile pour un chef d'entreprise, c'est que, en fait, il navigue dans un certain nombre d'informations. Donc, vous avez vu, vous en avez parlé, le protocole national de déconfinement, mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait les guides sectoriels, il y a la métallurgie, il y a les branches qui avaient publié leur propre documentation, et les fiches métiers même. Les fiches métiers qui, elles, sont encore plus particulières pour le poste de travail. Donc, lui, sa réalité, chef d'entreprise, souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a une multitude de choses et il doit déjà se poser la question au moment où ces choses se font de ce que va penser le juge dans 2-3 ans plus tard. Alors, comprenez, la difficulté, elle est là. C'est que quelqu'un qui est dans l'ici et maintenant, il a du mal à se poser cette question-là. Alors, bien sûr. Alors, il y a une question de méthodologie. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Confucius, qui a une phrase que j'adore, qui dit « Celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près ». C'est le propre de l'entrepreneur, c'est de pouvoir anticiper. C'est toujours un peu ce qu'on dit à nos clients, mais c'est vrai que c'est difficile, et surtout dans un état comme ça, comme celui-là, où les informations qu'on pouvait avoir, y compris de nos politiques, étaient parfois extrêmement contradictoires. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment, on savait plus où ça allait, et il y a eu ce débat du coup sur la responsabilité pénale, où le MEDEF d'ailleurs a pris des positions très intéressantes en disant mais est-ce que finalement sur cette période sanitaire faite de confusion, on ne devrait pas finalement donner une sorte d'immunité pénale aux dirigeants d'entreprise. Et alors figurez-vous que comme les mêmes c'est un peu là-dessus que le MEDEF est intervenu à multiples reprises pour justement
Et c'était très intéressant. Et alors, la chance qu'on avait là-dedans, c'est que les élus locaux qui allaient devoir rouvrir des cantines, des écoles, et ont compris que leur propre responsabilité pénale allait aussi être engagée, se sont engagés à vos côtés pour essayer de proposer des amendements. Donc, c'est toujours le même schéma. Mais, et donc, on a eu un débat assez intéressant entre les deux assemblées finalement, sur cette période sanitaire et au moment, du coup, de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une immunité? Alors, le gouvernement s'y est opposé et on est arrivé sur une disposition qui dit en gros, qui a rajouté donc quelque chose dans le code de santé publique pour cette période, qui dit finalement, il faudra tenir compte véritablement, pour la responsabilité des élus et des employeurs, des compétences, du pouvoir, des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise qui avait justifié l'état d'urgence sanitaire. Et on va tenir compte de la nature de ses missions, de ce qu'il pouvait savoir à ce moment-là. Donc, certains disent, le Conseil constitutionnel l'a aussi dit comme ça, finalement, cette disposition dans le Code de la santé publique ne change pas ce qui était déjà dans le Code pénal. Moi, je trouve qu'elle a le mérite d'avoir dit les choses et de rappeler dans ce contexte difficile aux juges et aussi aux gens que la matière pénale, elle est particulière et on fait du mieux qu'on peut. C'est vraiment une sorte d'obligation de moyens renforcés, si on pouvait, ce qui n'est pas le terme pénal, mais ce qui pourrait être l'idée. Et ce qu'on regarde en matière pénale, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes de bonne foi? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez été proactif? Est-ce que vous avez pris sérieusement ce sujet? Est-ce que vous avez formé vos collaborateurs? Et voilà. Et puis, il y a toute la question du lien de causalité, en plus, qui n'était pas évidente, parce que, ok, je peux avoir un salarié qui est tombé malade, mais est-ce que pour autant, je suis persuadée que cette maladie a été contractée sur le lieu de travail? Or, la matière pénale, puisqu'on encourt des peines de prison, il y a quand même une condition qui est fondamentale. C'est, y a-t-il un lien de causalité certain entre la faute que j'ai commise et le dommage qui a été réalisé? Et là, en termes de preuves, on pouvait avoir des difficultés. Et c'est même pour ça que sur la mise en danger de la vie d'autrui, s'il s'agit aussi, par exemple, sur celle-ci, de rassurer certains des entrepreneurs, finalement, ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi? La CGT disait, on est sûr avec le Covid que les gens vont mourir, on met ses salariés en danger. La chancellerie, très vite, a dit non, le lien de causalité n'est pas forcément certain. Il y a un vrai débat, compte tenu aussi des données épidémiologiques de cette maladie particulière, et certes, elle faisait mourir beaucoup de gens. Dans 80% des cas, les gens étaient asymptomatiques et dans une grande partie des cas, les gens guérissaient. Donc, on avait des données scientifiques quand même qui se mettaient en balance avec notre approche très pénale. Il faut qu'il y ait zéro risque, il peut y avoir zéro mort, etc. Donc là-dessus, le juge pénal vraiment doit analyser l'ensemble de ces éléments et tenir compte de toutes ces données épidémiologiques aussi qu'on a aujourd'hui. Oui, alors on est plutôt dans le civil quand on dit il découle nécessairement, le nécessairement dans la chambre sociale, c'est pas forcément le nécessairement dans la chambre pénale. On est bien d'accord. Si je peux, moi je vais dire Lao Tzu il disait une chose un peu pareille, il disait que quand le sage montre le ciel, l'idiot voit le doigt. C'est à peu près. On se rejoint. Mais bon, pour moi, je trouve que c'est pas top d'aller chercher des exemples asiatiques alors qu'on en a aussi qui ont dit des choses. On va peut-être trouver autres choses, mais ça n'empêche pas la chose. Hein, donc c'est une très belle phrase. L'avocat pénaliste est toujours un peu provocateur, mais en même temps, on peut prendre aussi ce qu'ils ont de bon de temps en temps. Voilà. Donc, alors, moi, je voudrais revenir sur vous, Caroline. Donc, la nature de l'obligation de sécurité. Peut-être recentrer le débat là-dessus. C'est l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de prévention du risque de contamination Covid. Elle est quoi finalement? C'est comment on peut la définir? Alors, est-ce que, pour reprendre la formule que vous avez utilisée tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une bulle aussi en matière de droit du travail sur l'obligation de l'employeur dans le cas du contexte du Covid-19? Eh bien non, parce qu'en fait, on renvoie au droit commun, c'est toute la partie 4 du Code du travail sur les principes de prévention. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette obligation de sécurité de l'employeur? Le Code du travail nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Et que ces mesures sont triples. C'est d'abord des mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et également la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et tout cela se fait dans le respect
de la hiérarchie des principes de prévention. Il y en a 9. Et en plus, l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc, vous voyez, on est dans un processus évolutif parce que là, on peut dire avec le déconfinement, on passe différentes étapes. Donc, d'ailleurs, il y a une annonce en début de semaine que Muriel Pénicaud a bien dit qu'il allait revoir les protocoles nationaux de déconfinement, les fiches métiers, les guides sectoriels, puisque la menace sanitaire étant circonscrite grâce au bon comportement de tous les citoyens, peut-être qu'on va pouvoir alléger aussi certaines mesures parce que dans le contexte aujourd'hui, elles sont moins nécessaires. Et aussi, ce qui est important de voir, c'est que la responsabilité de l'employeur n'exclut pas celle du salarié parce que lui, le salarié, il doit prendre aussi, veiller à son comportement pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour les autres, du fait de ses actes et de ses omissions. Et du coup, le ministère du Travail a bien dit sur son site que dans le cas du Covid, on allait bien regarder si l'employeur avait mis en place toutes ces règles de prévention, et notamment respecter les gestes barrières, les règles de distanciation, et que il est bien évident que l'employeur ne peut pas garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques. Mais en tout cas, il doit les éviter le plus possible, et s'il ne peut pas être évité, ces risques, les évaluer. Donc, et ce qui est intéressant de voir, c'est que le ministère du Travail, dans ses recommandations, eh bien, est exactement en phase avec l'assouplissement notable de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Chambre sociale, qui depuis 2015 nous dit on n'est plus dans une obligation de sécurité dite une obligation de résultat, c'est-à-dire, quelles que soient les précautions qu'aurait pris l'employeur, si le risque malheureusement se réalise, la responsabilité est engagée, mais on est dans une obligation de moyens renforcés, qu'a évoqué tout à l'heure Caroline. Qu'est-ce que ça veut dire une obligation de moyens renforcés? C'est-à-dire que en fonction des connaissances, et ça c'est très important, des connaissances du contexte, donc l'employeur doit prendre les mesures pertinentes et aussi adéquates aux risques connus ou qu'il aurait dû connaître. Donc, on voit que si l'employeur se cale sur les recommandations gouvernementales, qui elles-mêmes sont déduites des recommandations médicales, qui sont évolutives, on a vu la position sur les masques, eh bien, il sécurise sa position. Et certes, on l'a vu, quelle est la portée du protocole national, des guides métiers, des guides sectoriels, les fiches métiers? Eh bien, elles n'ont pas de valeur juridique. Le Conseil d'État l'a rappelé récemment dans son ordonnance du 29 mai. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, comme ces fiches et tous ces documents ont été élaborés en respectant la méthodologie des principes de prévention et surtout la hiérarchie des principes de prévention, eh bien, ils ont une valeur fondamentale. Si vous voulez, c'est un référentiel partagé. Donc, si les employeurs se calent sur ces référentiels, bien sûr, c'est un travail assez lourd, mais c'est une source de protection. Et en plus, les inspecteurs du travail disposent de ces référentiels, donc c'est important de les appliquer. Surtout, j'insiste sur la question de la hiérarchie des principes de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, le premier principe, en haut de la hiérarchie, c'est de dire on évite le risque. Bon, bien sûr, si on ne peut pas l'éviter, on va l'évaluer. On va le limiter au niveau le plus bas possible. Donc, on va prendre aussi privilégier les mesures de protection collective sur les mesures individuelles. L'individuel, c'est-à-dire le port des protections individuelles, vient vraiment en dernier lieu. Par exemple, porter des masques. Mais en amont, il faut bien avoir respecté les mesures techniques. Par exemple, on le voit dans les magasins, eh bien, on a mis en place des panneaux de plexiglas pour protéger ou des mesures organisationnelles. Quand on demande aux salariés de pratiquer les arrivées sur les lieux de travail en des horaires décalés, eh bien, ça protège tout le monde parce qu'on va limiter les flux de circulation, limiter les interactions et grâce à cette mesure d'organisation, on va réduire le risque. Donc, c'est important de respecter cette hiérarchie. Ça, c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Oui, je pense que c'est important, il faut insister effectivement là-dessus. Dans ce que vous avez dit, moi, je retiens deux choses. Déjà, il faut s'enlever de la tête cette notion d'obligation de résultat parce qu'elle est encore très présente dans la tête des chefs d'entreprise. On n'est plus dans une obligation de résultat absolue. On est dans une obligation de moyens renforcés. Alors, c'est parce qu'on a été un petit peu échaudé avec certains arrêts de la Cour de cassation avant 2015. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment rapporter. Et le deuxième point que vous venez d'indiquer me semble très important parce que ça va bien avec la philosophie d'un chef d'entreprise, notamment dans l'industrie.
qui fait beaucoup des AMDEC, des FMEA, etc., où on va classer, on va dire, la matière par l'occurrence, la prévention, la gravité, etc. Et ça rentre vraiment dans une philosophie d'entreprise. Donc, je pense que cette hiérarchie, me semble, vous pouvez le redire 2 fois, parce que comme on dit en latin, bis repetita placent. Donc, j'aimerais bien que vous le redisiez une fois, parce que c'est tellement important qu'il faut le faire. Oui, c'est très important parce que vraiment, c'est l'épidémiologiste William Dabb qui est pas mal intervenu ces derniers temps, qui disait que tout manager devrait connaître par cœur les 9 principes de prévention. Et je suis pas sûre que tous les managers les connaissent. Et donc, réfléchir d'abord à l'organisation, le collectif avant l'individuel, et en dernier lieu, donner les consignes appropriées aux salariés. Et voilà, j'ai eu un débat assez soutenu avec une entreprise qui me disait, mais écoutez, nous, on est dans le secteur agroalimentaire, donc on a déjà des mesures d'hygiène très strictes. Est-ce que si je demande à mes salariés de porter des masques, c'est suffisant sans que je revoie mon organisation et que je respecte les règles de distanciation? Et après un temps d'échange, il a été convaincu qu'en fait, il fallait qu'il revoie son organisation parce qu'on ne peut pas sauter des étapes et qu'il fallait appliquer ces règles de distanciation, même si, du point de vue de la rentabilité, de la productivité, ça pose des problèmes. On le voit pour les coiffeurs, on le voit pour les restaurateurs, ça va être compliqué. Mais voilà, la santé, c'est un principe fondamental, c'est un droit constitutionnel, il y a une primauté de la santé sur l'économique et en même temps, il faut trouver le bon équilibre et il va falloir se réajuster en fonction des changements de circonstances. Et vous l'insistiez, Loïc, en début de cette conférence en disant que voilà, il faut aussi redémarrer l'activité parce qu'il ne faut pas que la crise sociale soit pire que la crise sanitaire. Donc, il faut trouver les bons ajustements et revoir les positions. Et pour se protéger, en fait, l'entreprise doit veiller à la traçabilité de ses actions, c'est-à-dire bien documenter ce qui est fait. Voilà, parce que le juge, en fait, s'il devait y avoir un contentieux, va regarder ce que l'employeur a fait et va évaluer son comportement à l'aide de tout ce qu'il aura mis en place. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ce formalisme, je comprends, surtout dans les petites entreprises, c'est lourd, mais c'est important. Et si vous mobilisez le dialogue social avec vos représentants dans le cadre du CSE, vos délégués syndicaux, eh bien, ce dialogue permettra de s'ajuster au mieux de la réalité du terrain, et du coup, va vous garantir aussi, parce que, voilà, je crois qu'en France, il faut dépasser, quelquefois, malheureusement, on a une confrontation, mais il faut arriver sur ces sujets de santé publique à une coopération, voilà, pour l'intérêt général de tout le monde, voilà. Et vraiment, les employeurs, les dirigeants sont aux côtés des salariés pour voilà, permettre cette bonne activité. Alors, évidemment, c'est toujours pareil et on fera toujours le reproche. On a un discours, nous, on devrait d'avoir ici autour de la table un discours un peu théorique, puisque c'est forcément c'est la porte d'entrée et c'est complètement clair. Bon. Et je pense que, alors, moi, le contexte, il continue à évoluer. On n'est pas dans un contexte qui est complètement figé. Tout à l'heure, Monsieur Granger l'a bien indiqué. Il va falloir qu'il se stabilise ou pas d'ailleurs, puisque alors souvent alors peut-être on va reprendre un exemple asiatique. On est peut-être dans l'impermanence, j'en sais rien. Faut voir et tout bouge tout le temps. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive peut-être alors, le dialogue social, oui, mais alors, est-ce qu'il y a des exemples? Peut-être vous ne pourriez ne pas être la seule à répondre là-dessus. Je pense que tout le monde peut répondre. Est-ce que il y a des bonnes pratiques, des choses concrètes sur lesquelles on pourrait s'appuyer? Concrètement, le dire la même chose, mais concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, sur les bonnes pratiques, bien sûr, un document dont on a beaucoup parlé, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire dans toute entreprise. Là, il n'y a pas de question d'effectif, donc même les petites entreprises. Et c'est important de le réactualiser compte tenu de la crise du Covid-19 et de le réactualiser à chaque changement de circonstance en y associant les représentants du personnel, le médecin du travail aussi, les services de santé au travail qui sont pluridisciplinaires, qui peuvent apporter une expertise et aider l'entreprise sur ces sujets-là. Donc, on est vraiment, pour le document unique, dans un triptyque, je dirais, entre la question de l'évaluation, du plan d'action, du suivi et de la réadaptation en fonction du changement de circonstances. Et en fait, comme cette méthode, qu'on n'est pas dans une bulle, je pense que pour les entreprises aussi, c'est une opportunité, en fait, de se réapproprier cette méthode de document unique pour, du coup, sécuriser tous leurs risques professionnels et pas seulement les risques liés au Covid-19. Donc, ça peut être aussi une opportunité de parfaire la prévention de l'ensemble des risques professionnels. Après, il y a aussi un autre outil. Oui, il nous reste 5 minutes. Je signale les 5 minutes qui nous restent, donc il va falloir qu'on conclue à un moment donné.
mais je voudrais qu'on parle de ce point-là parce qu'il est important, tel que vous le décrivez. Donc, en droit, il y a toujours le problème du moyen de la preuve. La preuve, c'est très important. Est-ce que vous signalez, donc, c'est le moyen de la preuve et la traçabilité. Peut-être dire 2 mots là-dessus, et puis après, on va enchaîner. Ça va passer aussi beaucoup par du management. Par exemple, on parlait de responsabilité pénale tout à l'heure. Dans une procédure pénale, on va avoir les éléments de l'inspecteur du travail, ce qu'il a pu recueillir, des observations de chacun. Et puis, on va avoir aussi potentiellement une enquête de police, on va entendre des témoins. Donc, il y a cette question de traçabilité, de documentation, de démontrer qu'on a fait les choses. Mais il ne faut pas oublier le bon sens non plus quand on est dans une plus petite structure ou même dans une plus grande. Il y a une responsabilisation des acteurs qu'on peut faire à travers aussi un management des délégations de pouvoir, responsabiliser les gens sur le terrain, les former, les informer, et puis vraiment être proactif, rappeler à ses équipes ce qu'il est important de faire, comment se protéger. Même l'oral peut marcher parce qu'après tout, dans des petites structures, on n'est pas dans une obligation de pouvoir tout tracer. Et quand on a des témoignages qui permettent de montrer qu'un entrepreneur s'est investi à responsabiliser ses équipes, les a formés, a fait des petits mails, a soutenu les gens et a contrôlé aussi derrière les mesures, déjà, on est capable de pouvoir amener, en termes de preuves, aussi des choses importantes. Il ne faut vraiment pas oublier cet aspect de bon sens et de contrôle. N'oubliez pas de contrôler, et quand les règles ne sont pas respectées, ça va mieux en le disant, mais il faut aussi savoir sanctionner, parce que ça, c'est typiquement ce que regardent les inspecteurs du travail, les juges. Ah, le protocole que vous aviez mis en place n'était pas respecté, mais dites-moi, vous avez fait quelque chose pour le rappeler à vos salariés? Et si vous dites non, et donc j'étais dans la pédagogie, oui, d'accord, en fait, une fois de plus, monsieur, vous favorisez la productivité au détriment de la sécurité. Donc là, il faut pouvoir répondre et montrer que non, on est dans la pédagogie au début, et parfois aussi, il faut savoir être dans le contrôle de son plan, de ses actions, et des collaborateurs, savoir leur rappeler parfois les règles qui ont été imposées dans l'intérêt de tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le pouvoir de direction du pouvoir de sanction. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, pour que le pouvoir de direction soit effectif et qu'on le prenne en compte dans la preuve ou dans la traçabilité, il faut peut-être quelquefois il faut utiliser le pouvoir qui existe aussi, qui est le pouvoir disciplinaire, avec le pouvoir de sanction, si j'ai bien compris. Je faisais on s'achemine tout doucement vers la fin de notre webinaire. Je refaisais le pointage des questions qui avaient été posées. Et comment peut-il… Alors, sur l'activité partielle, on a parlé tout à l'heure de régularisation. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots, Maître Granger? 2 mots sur la régularisation, parce qu'il y avait encore une question là-dessus que je n'ai malheureusement pas donnée. Ah, on n'entend pas. Pardon, j'avais coupé le son pendant mes confrères pour éviter de perturber leurs propos. Alors 2 minutes peut-être, 1 seconde peut-être. Allez-y. La régularisation, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important à envisager parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Elles ont été faites dans l'urgence. C'est parfaitement explicable d'avoir commis des erreurs. Si on a régularisé avant, eh ben, on évite tous les tracas parce que on a évoqué le travail dissimulé, mais il faut aussi évoquer la question du remboursement des charges sociales et des pénalités qui sont extrêmement élevées. Hein. Les pénalités, c'est extrêmement élevé. Donc, je pense que un exercice d'introspection et de vérification est extrêmement important. Et je vous le disais tout à l'heure, nous, on a mis spécialement une équipe en place avec des anciens agents de l'administration et autres pour que les entreprises soient prêtes. Donc, c'est vraiment que j'y crois. Voilà. Sinon, D'accord, c'est très bien. Je vais devoir conclure parce qu'il faut aussi respecter le temps de tout le monde. Ça me semble important. Très rapidement, 1 mot chacun. Moi, j'ai envie de délivrer pour la fin de cet exercice. Déjà, je vous remercie pour votre intervention. Elle est intervenue aussi bien dans l'ordre empirique que dans l'ordre théorique. On pourrait en faire 2 ou 3 heures, c'est clair, mais après, il y a des gens spécialisés pour faire ça et vous le faites très bien. Moi, j'ai envie de délivrer en partant un message global de confiance pour la reprise parce que ça me semble important et je pense qu'il faut que tous ceux qui reprennent et sachent que déjà, le MEDEF régional est à vos côtés pour les aider, mais que de toute façon, moi, en tant que chef d'entreprise, je souhaite à tous mes collègues
d'avoir une bonne reprise globale. Je laisse un mot, mais je dis bien un mot à chacun pour s'exprimer sur ce point. Alors, les Carolines. Voilà, Maître Grangier, allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que je crois que la période est difficile. Envisager des licenciements économiques paraît la mesure la plus directe pour réduire ses coûts. Franchement, je crois qu'il faut donner sa chance aux dispositifs alternatifs tels qu'ils sont mis en place par les pouvoirs publics. Il y a aussi d'autres dispositifs comme l'accord de performance collective. Et par conséquent, c'est une incitation à tous pour essayer d'éviter le maximum de licenciements économiques. J'ai terminé. Très bon message, voilà. Mesdames Caroline. Ouais, moi, je voudrais simplement dire que je pense que cette crise du Covid-19 montre le droit du travail sous un jour très positif, comme avec un rôle d'amortisseur social et de régulation économique. Et voilà, donc je pense que ça montre que le droit du travail est vraiment aux côtés des dirigeants et des entreprises. L'autre Caroline, maître. Moi, j'avais pas qu'un mot, j'avais 4 lettres, c'était PDCA. Mais c'est vraiment, faites-le avec du bon sens et planifier, développer, contrôler, ajuster. Voilà, c'est une question de méthodologie, tout simplement. On est passé de l'Asie aux Amériques, puisque PDCA, c'est Monsieur Deming. C'est Monsieur Deming. Ça marche, c'est la rue Deming et ça passe encore loin. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes. On a juste une minute de dépassement et je vous souhaite bon courage dans toutes vos entreprises. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir.